Bonjour, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Bernard Debré, député UMP de Paris et conseiller de Paris. Bonjour Bernard Debré. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes. Bonjour, merci d'être avec moi ce matin. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'interview et poser votre question à notre invité en dessous de cette vidéo, ou bien hashtag Direct Politique sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de retransmettre votre question à notre invité. Bernard Debré, si vous le voulez bien, commençons par l'actualité politique qui a marqué ce début de semaine, avec ce début de polémique au moins dans les rangs de la majorité, avec cette annonce faite par Emmanuel Macron dans le journal du dimanche sur l'assurance chômage, qui pour lui n'est pas un tabou. On parle de négociations pas avant 2016, selon l'Élysée. Est-ce que, selon vous, franchement, est-ce qu'il faut remettre tout ça sur la table? Est-ce qu'il faut réduire la durée d'indemnité du chômage, ou est-ce qu'il faut baisser les allocations? Écoutez, d'abord, il y a la forme. C'est désastreux. Désastreux. Vous avez M. Valls, d'abord, qui a dit on va voir l'indemnisation du chômage. Là-dessus, embraye M. Macron, qui dit oui, il n'y a pas de tabou, il faut y aller. Et puis tout d'un coup, après un silence gêné de quelques instants, vous avez Moscovici qui commence à le tacler, en lui disant attention, il y a des totems. François Hollande qui dit pas question d'envisager quoi que ce soit. Et puis M. Macron qui vient faire son mea culpa absolument ridicule en disant mais il faut le lire complètement, j'ai dit qu'il faudrait envisager, mais pas tout de suite, on verra ça plus tard. C'est ridicule. Pas Moscovici, Cambadélis. Cambadélis. Moscovici il dit plus rien. Moscovici, voilà. Il dit plus rien. C'est vrai. Le patron du parti. Donc vous dénoncez plus un couac? Non, mais je ne dénonce pas. Ça vient à la suite de couacs successifs qui montrent quoi? D'abord que le gouvernement dans ce domaine-là est extrêmement gêné. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de ligne. Parce qu'à l'Élysée, contredit Matignon, qui contredit les... Bon, on n'en sait rien. Vous préfériez... Sur le fond. Alors, j'allais dire sur le fond. Sur le fond, rien n'est tabou. Oui, c'est vrai. Il doit y avoir des exagérations. Oui, on sait qu'il y a 3 ou 4 milliards de déficit à l'UNEDIC. On ne peut pas vivre sur des déficits perpétuels. Donc il faut peut-être recadrer un peu, revoir, non seulement avec les organisations syndicales, mais aussi en son âme et conscience. De là à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire envoyer une bouteille à la mer, sans savoir ce qu'on allait faire, en sachant qu'on allait exciter les chômeurs. On est dans une période où il y a presque 5 millions de chômeurs. Et il y a d'autres choses à faire peut-être que ça. Mais concrètement, il serait souhaitable de plafonner certaines allocations. Je ne sais pas. Vraisemblablement, il faudrait voir peut-être plafonner un certain nombre d'allocations. Parce que c'est vrai que ça fait quelquefois un petit peu cher, un peu lourd. Mais surtout, c'est vérifier si, comme l'avait dit Rebsamen, si les chômeurs cherchent du travail. Alors il y a un autre sujet social qui fait débat en ce moment et on entre là dans votre domaine, celui de la sécurité sociale, c'est la recherche d'économies dans plusieurs directions. Alors j'en cite une, donc c'est la politique familiale avec les 700 millions que Marisol Touraine cherche à trouver. Là encore, est-ce qu'il est normal que les plus aisés touchent les mêmes prestations que les moins aisés? Je ne dis pas les supprimer, parce qu'il semble qu'on aille vers une formule. Est-ce qu'il faut moduler? Qu'est-ce que sont ces allocations familiales? Elles sont universelles. C'est leur définition. Dans la République, il y a des prélèvements qui servent à la répartition. L'impôt sur le revenu est l'exemple même de cet impôt qui sert à la répartition. C'est-à-dire qu'on vous prend d'autant plus que vous gagnez plus, et c'est réparti. Donc vous dites qu'il faut les maintenir. Après, vous avez des allocations qui permettent de faire une politique, la politique familiale. Il faut les maintenir, et c'est pas dans une période où l'on sait très bien que même si en France on a un renouvellement des populations, ça va diminuer, et on voit le drame d'un certain nombre de pays, l'Allemagne, il n'y a plus de jeunes, Tout à fait. le Japon. Donc il faut
évidemment avoir une politique familiale. Et c'est pas les signaux. Mais est-ce que c'est ça qui est déterminant pour faire des enfants quand on gagne 5 000 écoutez, ou 10 000 euros par mois? Mais regardez, encore une fois, la totalité de la politique familiale. C'est pas, comme toujours, quand vous regardez une cour pavée, c'est pas un pavé qui va déformer la cour. Mais là, on est en train de prendre de telles mesures contre la famille, le quotient familial, tout diminue, et vous avez après... eh bien, vous n'avez plus de pavé dans la cour. Mais je voudrais comprendre, est-ce que donc vous êtes pour le maintien des allocations familiales? Oui, bien sûr. Et pour leur fiscalisation? Non. Ah non. D'accord. Je dis, c'est universel, on ne fiscalise pas. Alors ça sert à rien. Si on donne d'un côté et on reprend de l'autre, ça c'est typique de ce qu'on voit aujourd'hui, on donne d'un côté, on reprend de l'autre. Non. Moi je pense qu'il y a une sanctuarisation des allocations familiales. Pourquoi? Parce que c'est une politique familiale. Alors, dans le budget de la Sécu, il y a la branche famille, mais aussi la branche maladie, qu'on aborde également. Le gouvernement veut un effort sur le développement des génériques et le prix des médicaments et créer un mécanisme de régulation des prix des traitements, notamment concernant celui contre l'hépatite C. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, oui, nous sommes en retard sur le générique. Nous sommes en retard. Dans les autres pays du monde, il y a beaucoup plus de génériques utilisés que chez nous. Donc nous devons faire un progrès majeur avec le droit de substitution qui existe, mais il faut évidemment informer beaucoup plus les médecins et informer beaucoup plus les malades. Quant au Solvadi, c'est un épiphénomène. C'est une honte de la part d'un certain nombre de laboratoires et de ce laboratoire de mettre sur le marché un traitement qui coûte 90 000 euros. 90 000 euros. Mais c'est vrai que c'est une révolution parce que ça a guéri l'hépatite C. Bon, cela dit, la politique, c'est pas le Solvadi. C'est une vision à long terme. Mais encore une fois, je vais vous répondre, c'est pas uniquement ça. Dans la politique de santé, dans la politique des hôpitaux, il n'y a rien. Si, il y a de l'incantation à faire de la chirurgie ambulatoire. Justement, il y a une autre piste qui est annoncée également, c'est celle de la pertinence des soins. C'est-à-dire, pour nos internautes qui ne sont peut-être pas au courant, on considère que des actes réalisés à l'hôpital sont plus efficaces que d'autres. On va donc passer au PNE1 toute une série d'actes réalisés à l'hôpital pour en éliminer certaines. Un exemple qui est souvent cité, c'est celui d'une clinique qui pratique trop de césariennes par rapport à une certaine moyenne déterminée, pourrait être sanctionnée. Est-ce que ça vous paraît réaliste, vous, en tant que praticien? C'est très difficile. Moi, je vais vous dire, j'aime bien la vérité. Oui, il y a des dépenses inacceptables dans les hôpitaux et un petit peu dans les cliniques. Je dis surtout dans les hôpitaux. Pourquoi? Tout le monde le sait, nos internautes le savent. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il a déjà un dossier comme ça avec plein d'examens, plein de radios. Le médecin arrive, on va les refaire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il arrive, on fait un bilan sanguin avec des tonnes d'examens. Et ça, c'est inutile. Mais ce n'est pas ça la politique de santé. Pardonnez-moi, la politique de santé, c'est de réfléchir sur le nombre des hôpitaux. Est-ce qu'il y a trop d'hôpitaux en France? Et je vais vous surprendre, oui, il y a trop d'hôpitaux en France. Il faut revoir la carte hospitalière. Mais et les auditeurs, les internautes vont comprendre. Vous avez du matériel de plus en plus sophistiqué. Je prends un exemple, le robot opératoire. Vous ne pouvez pas mettre des robots opératoires partout dans les petits hôpitaux. D'abord parce que ça coûte cher. Deuxièmement parce qu'il n'y a personne pour les faire marcher. Il faut instaurer des contrôles là-dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de surdépenses. Non, mais il faut surtout les mettre dans les endroits particuliers où on met des grands plateaux techniques. Et donc on va avoir l'obligation, pardonnez-moi de dire la vérité, de fermer ou de transformer un certain nombre d'hôpitaux de petite taille. Les transformer en moyen et long séjour. Ça coûtera beaucoup moins cher. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Si vous faites un infarctus du myocarde, un problème cardiaque, dans un endroit où l'hôpital existe, mais finalement il n'a pas la technicité et la technologie, eh bien vous risquez de mourir. Par contre, si vous le faites à côté d'un endroit où quelqu'un peut vous mettre un stent, donc un petit ressort dans la coronaire, vous êtes guéri. Alors ce qu'il faut, c'est que l'accessibilité des grands centres, des grands plateaux techniques soit absolument impeccable. Oui, parce que là, il y a un problème d'égalité territoriale. C'est ce qu'il faut faire. Non, excusez-moi, il y a une inégalité territoriale aujourd'hui parce que vous n'êtes pas soigné de la même façon.
Par contre, pour qu'il y ait une égalité, il faut l'accessibilité, développer les SAMU, les SMUR, les hélicoptères, etc., pour que, où que vous soyez sur le territoire, vous puissiez aller en moins de 20 minutes ou moins de 3 quarts d'heure dans un centre bien achalandé, si je puis dire, ou bien outillé. Moi, je suis extrêmement triste de voir que dans certains hôpitaux, on n'est pas traité de la même façon que dans d'autres, parce qu'on n'a pas la même technologie. Savez-vous aussi, je finis là, Oui, je vous en prie. qu'il y a 36% des médecins hospitaliers qui sont des médecins étrangers à diplôme étranger. Et ne vous méprenez pas. Merci. Merci à eux. Sinon, la moitié des hôpitaux seraient fermés. Mais est-ce qu'ils ont le même niveau? Pas toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre hôpital n'est pas attractif. Donc il faudrait revoir tout ça. C'est ça les réformes de fond. Ce que je regrette avec ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de réforme de structure. Alors on va revenir sur une autre réforme, on va passer de l'économie de la santé à l'économie tout court. Le budget qui arrive en débat à l'Assemblée prévoit une économie de la dépense publique de 21 milliards et des allègements fiscaux pour les entreprises surtout, un tout petit peu pour les particuliers. Est-ce que ce rééquilibrage-là, qui est quand même très marqué social-démocrate, est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est la bonne direction ou pas? C'est forcément la bonne direction, mais avec un bémol. Je ne sais pas si vous le savez, que les dépenses publiques, c'est 57,7% du de la PIB. richesse nationale. C'est gigantesque, c'est 1 point de plus que 2012. On n'a jamais atteint des dépenses aussi élevées depuis 50 ans. Et elles continuent à progresser. Parce que ce que vous me dites, on va diminuer un petit peu, le gouvernement dit, ça diminue la progression. Ça ne diminue pas les dépenses, ça diminue la progression. Alors moi je veux bien. On est en plein délire. D'ailleurs vous allez voir demain à Bruxelles. Bruxelles va nous taper sur les doigts. Comme Bruxelles le fait, c'est-à-dire il ne peut pas retoquer un budget, mais dire attendez, il faut plus d'économies. Et surtout, des réformes structurelles. On en revient aux réformes structurelles. Du coup, vous considérez, comme François Fillon, qu'il faut faire un plan d'économie drastique. Mais est-ce que cette super austérité n'est pas mauvaise pour la croissance? Est-ce qu'elle risquerait pas d'amoindrir encore la croissance qui est déjà pas très forte aujourd'hui? Alors, moi, j'aime beaucoup ce que vous me dites. Qu'est-ce que disent les socialistes aujourd'hui? Michel Sapin nous dit 50 milliards d'économies. Monsieur Fillon demande 110 milliards. Eh bien, je vous êtes tombé dans mon piège. Ah. Oui, monsieur Sapin dit 50 milliards en 2 ans et demi. Oui, 3 ans, je crois même. Oui, c'est 2015, 16, 17. Et donc, monsieur Fillon serait plutôt... Mais c'est sur 5 ans. Sur 5 ans. Eh bien, donc, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il dit, continuons les économies, ne nous arrêtons pas en 2017 comme ils veulent le faire. Il faut continuer les économies, sinon ça ne sert à rien. Donc la cure d'austérité promise n'est pas aussi importante que... Mais il n'y a pas d'austérité actuellement. Et pour vous, cette cure d'austérité, c'est la meilleure solution? Où est-ce qu'elle est la cure d'austérité? Là, aujourd'hui, on fait quand même des économies partout. Non, excusez-moi, mais est-ce que les salaires ont diminué? Non. Les prestations sociales ont diminué? Non. Vous n'avez pas alors oui, pour une certaine catégorie, les impôts ont augmenté. Et d'ailleurs, 75% des augmentations d'impôts touchent 20% de la population. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Mais sinon, il n'y a pas de véritable austérité. Oui, justement, parce qu'il n'y a pas de diminution des déficits, il y a une progression des déficits. Nous sommes là dans des mensonges, pardonnez-moi d'utiliser ces termes un peu brutaux. Oui, ce sont des mensonges. Oui, quand on nous dit on va diminuer le budget de l'État, mais pas du tout, vous diminuez pas. Vous diminuez la progression. C'est quand même une différence sémantique. Mais les Français et les internautes nous disent on va diminuer la dette. Mais non. On est à 95%, 1000 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue à augmenter. On va arriver, Hébert Debré, avec des propositions plus concrètes. Avant ça, on va parler un petit peu de l'UMP, de ce qui se passe depuis quelques semaines, avec notamment le retour de Nicolas Sarkozy. Le principe des primaires est donc acté par tout le monde. Même Nicolas Sarkozy est d'accord, il affirme haut et fort. Est-ce que c'est pas un risque pour l'UMP de relancer une nouvelle fois la guerre des chefs, notamment entre Nicolas Sarkozy et la Juppé, peut-être d'ailleurs même avec M. Fillon qui est placé en 3e position, peut-être pour certains? Je crois qu'il faut être clair. Nous avons traversé une période absolument épouvantable de guerre des chefs, inacceptable. Ça, c'était démentiel. Après, nous avons découvert l'affaire Big Malion.
c'est très, très, très grave. On va y venir un petit peu plus Très précisément. grave. Moi, j'ai été très choqué. Je vous dis, je ne suis pas formaté comme ça. Ma famille, on n'est pas formaté comme ça. Quand on voit qu'il y a des fausses factures, etc., moi, ça m'a donné un peu de nausée. Il y a un triumvirat, il est ce qu'il est. Puis, il y a des élections qui vont avoir lieu. Nicolas Sarkozy a voulu se présenter. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je le dis très simplement. Je ne suis pas un sarkoziste ou sarcolâtre. Mais je pense qu'il est important d'avoir des primaires. Et on nous dit, attention, si vous faites des primaires, il va y avoir un affrontement. Oui, mais les socialistes ont fait des primaires. Il y a eu un affrontement très dur. Souvenez-vous des petites phrases, hein. Quand c'est flou, il y a un loup. François Hollande, président de la République, mais vous n'y croyez pas. Ça, c'est même ses amis qui l'ont dit. Mais je crois que c'est une bonne chose de mettre des primaires. On ne peut pas avoir quelqu'un qui dise, voilà, c'est moi, sur tout les le monde candidats, derrière sur moi. les candidats. Oui. Donc vous ne croyez pas en l'homme providentiel? Ah c'est non, ça mais non, c'est fini ça. Un internaute, Jaco, qui se dit sympathisant de l'UMP, pose une question un peu taquine. Comment croire à nouveau un candidat qui s'est montré incapable de s'occuper de son compte de campagne, il parle bien sûr de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il réussit ou est-ce qu'il rate son retour là? Il sera vraisemblment Parce que les élu sondages sont pas président. bons. Les sondages Pour les sont primaires. pas- les primaires, les sondages ne sont pas bons. Les Moi, sondages sont pas bons, je le dis depuis un certain temps. On ne peut pas être et avoir été et venir ici comme si la France lui appartenait, finalement. Moi, voilà, j'ai été président de la République, j'ai fait sa campagne en 2007, j'ai fait sa campagne en 2012, j'ai été dans sa majorité, on a été battus. Les élections législatives après ont été mauvaises, il a été battu, et je trouve que c'est une attitude un peu insolente vis-à-vis des Français. Non, il n'y a que moi, de toute façon, et puis il y a cette mise en scène, ce show. Parce que justement, est-ce incroyable. que les sondages ne sont pas en train de dire, Bien ce que sûr. vous êtes un peu en train d'affirmer, c'est-à-dire Bien que les sûr. Français ne lui font plus confiance? Bien sûr, pour l'instant, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Par ailleurs, il a quelques soucis avec la justice. Est-ce que vous pensez... un sondage du Parisien montre que 66% des sympathisants de droite estiment que Nicolas Sarkozy est traité particulièrement durement pour des raisons politiques. Est-ce que vous partagez ou pas ce point de vue? Et est-ce que, selon vous, ces affaires pourraient renforcer Sarko et lui donner un statut de victime dans l'opinion et le renforcer dans l'opinion? Non. Alors c'est curieux parce que moi j'ai vu un sondage où 61% des Français Là, on parle des disaient qu'il sympathisants de droite, attention. il était énormément traité. Vous savez, c'est très dangereux de dire « je suis maltraité par la justice ». C'est très dangereux. Un ancien président de la République qui dit « je suis maltraité par la justice ». Ça veut dire qu'il met en doute la justice de son propre pays. Moi, je vais voir ce que vont donner les actions judiciaires, mais ça me semble très difficile de mettre en cause la justice. Moi, je me souviens, pardonnez-moi de le dire, qu'il avait traité le président du Conseil constitutionnel, qui se trouve être mon frère jumeau, de connard. C'est un tout petit peu gênant quand on est président de la République. L'État ne nous appartient pas. On sert l'État. Et la République française, on la sert. On l'aime, on la sert, et on la respecte. Bernard Debré, on va parler un peu plus de fond sur les prochaines échéances UMP. On a une question d'Yvan sur ce sujet. Il nous dit l'UMP ou la nouvelle formation à venir doit-elle s'inscrire davantage à droite ou davantage au centre pour réussir Mais à qu'elle soit l'alternance? elle-même, enfin on n'a pas... il y a des problèmes, apportons des problèmes, les résolutions des problèmes. Il y a un problème d'immigration, il faut apporter des solutions humaines à ce problème d'immigration. Il y a un problème de chômage, il y a un problème d'économie, il y a un problème... voilà, c'est ça qu'il faut faire. On ne va pas se dire, qu'est-ce que dit Le Pen? On va faire... Qu'est-ce que dit... Non, il y a apporter des solutions aux problèmes qui existent. C'est ça qu'attendent des internautes. Nicolas Sarkozy prétend faire un parti de rassemblement, ce que devait d'ailleurs être déjà l'UMP. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Donc à partir du moment où l'UDI dit non, non, nous on vit notre vie pour l'instant, est-ce qu'il faut refaire l'UMP? Mais attendez, quand vous êtes un candidat comme ça, très people, vous avez des mots-clés. Vous ne pouvez pas dire je fais un parti qui ne soit pas un parti de rassemblement. Bien sûr. Bon, donc vous Qui êtes va forcé t'y de dire, je suis rassembler? Qui va forcé t'y de faire rassembler? un parti de rassemblement. Il existe déjà, peu importe. Il va se présenter devant tout le monde comme rassembleur. Le seul problème, c'est qu'il ne rassemble même pas dans sa famille. C'est un peu gênant. Mais c'est la phrase, la dialectique.
je suis pour la liberté. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit je suis contre la liberté. Je suis pour le rassemblement, je ne peux pas être contre le rassemblement. Donc il y a des thèmes comme ça qui ne veulent rien dire. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, l'UDF, le MoDem, je dis écoutez, non, 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 on verra ça plus tard. Alors, phrase. Très bien, on va passer à la séquence pour ou contre qu'on a consacrée, c'est une séquence habituelle de l'émission, on a consacré cette fois-ci aux propositions de deux candidats de l'UMP, alors soit pour les primaires, soit pour la présidence. Oui, je fais remarquer que nous ne sommes pas au pouvoir et qu'on aurait dû faire pour et contre sur ce qui se passe avec les socialistes, ça a été souvent du contre. On l'a fait un peu déjà, mais j'accepte. Donc on vous demande de jouer le jeu, oui, pour ou contre, avec une phrase d'explication pour être sûr de respecter les délais de l'émission. Êtes-vous pour ou contre, Bernard Debré, un contrat dans la fonction publique de 5 ans? Non. Non, parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que veut dire un contrat de 5 ans? Qu'il y ait un contrat unique, qu'il y ait un contrat un peu comme celui du privé, effectivement avec plus de facilité, si on doit embaucher, si on doit débaucher, plus de facilité. Revoir le Code du travail. Contrat de 5 ans, comment on peut faire? C'est instaurer de la précarité dans la fonction publique. Mais c'est pas. Et pourquoi pas 3 et pourquoi pas 7? Ben oui, exactement. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va repartir sur le quinquennat, là. Pour ou contre le recours au référendum, même sur des questions, par exemple, comme le RSA. Est-ce que vous êtes pour ou contre le RSA? Je suis contre le recours systématique au référendum. Pourquoi? Parce que tous les candidats, avant de se présenter, disent « Je ferai des référendums, ne vous inquiétez pas ». C'est encore la dialectique. Mais formidable, mesdames et messieurs, vous votez pour moi, vous allez réélire le suivant ou réélire, vous allez voter pour les référendums. Vous savez parfaitement bien que si on fait trop de référendums, les gens n'iront plus. Si on fait trop de référendums, ils ne voteront pas pour la question, on le sait très bien, ils voteront pour ou contre l'homme. C'est installer une instabilité. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revoie un peu notre politique. Comment est-ce qu'on garde les départements, qu'est-ce qu'on fait des régions, et qu'on donne effectivement aux Français la parole lors de ces élections. Qu'il y ait de façon tout à fait exceptionnelle des référendats, d'ailleurs, des référendats, pourquoi pas? C'est donc la deuxième proposition de Nicolas Sarkozy que vous rejetez. Troisième pour ou contre? Pour ou contre des verrous juridiques, il l'a proposé aussi contre la PMA et la GPA. Ah, écoutez, oui, juridique, pas dans la Constitution. Qu'on arrête de manipuler, de toucher, de transformer cette Constitution, de rajouter n'importe quoi. On a l'impression que chaque président qui arrive veut transformer sa Constitution. C'est pas parce que j'ai un atavisme particulier, mon père ayant fait la Constitution, que je veux la respecter. Je la respecte. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau scientifique. Je suis parfaitement contre la GPA. Je suis parfaitement contre la PMA dans un certain nombre de domaines. Mais enfin, oui, verrou juridique. Un verrou juridique, ça se lève. Mais la Constitution, non. Transférer une partie de la fiscalité des entreprises vers la TVA. Oui. Instaurer une sorte de TVA. Oui, mais c'est évident. Dans beaucoup de pays, on l'a fait. C'était la TVA sociale. Ça a des avantages non négligeables. D'abord, permettre de faire en sorte que les produits qui viennent et qui nous inondent soient un peu plus chers. Peut-être les produits français seront-ils moins chers. Et puis, c'est légitime, d'une part, et je crois que ça peut relancer la compétitivité des entreprises. C'est une proposition d'Alain Juppé. Une seconde proposition d'Alain Juppé. Êtes-vous pour ou contre réformer l'AME en instaurant un agrément préalable pour les soins coûteux programmés, dit-il? Évidemment, c'est plus de 800 millions, l'AME. Il faut que nos internautes sachent, l'AME... 754 millions, il me semble, annoncé Madame Touraine. 750 ? Oui, mais enfin, c'est pas grand-chose, je vous dis à peu près 800 millions. Oh, oui. Bon. Là, vous êtes pinailleur. Je voulais essayer de briller, vous me cassez au milieu. Bon. Mais c'est trop, en tout cas pour vous, c'est trop. Non, mais c'est pas le problème. C'est que j'ai eu, moi en tant que médecin, des histoires absolument abracadabrantes. Il faut savoir que c'est réservé à des étrangers en situation irrégulière et qui ne payent rien. Alors que l'étranger en situation régulière, lui, va payer évidemment les soins, une partie des soins, les forfaits, que les Français qui ne gagnent pas leur vie, qui sont à la CMU, payent une partie quand même aussi. Et donc là, on voit des étrangers en situation irrégulière qui ne payent rien. Mais s'il y a situation de détresse, il faut alors, faire quelque voilà, chose. c'est ce que j'allais vous dire.
Moi, je suis médecin, je me passe de l'autre côté. Jamais je refuserai de soigner quelqu'un en situation de détresse. Mais est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un en situation de détresse à chaque fois? Pas du tout. C'est l'AME. Alors maintenant, ça a changé, mais je vais vous raconter quand même. Je vois un député malien, qui vient en France et qui me dit, ben voilà, ma deuxième femme n'arrive pas à être enceinte. Est-ce qu'on peut faire une PMA? Je dis, écoutez, oui, mais c'est cher. Ah non, ne vous inquiétez pas, j'attends 6 mois, elle aura l'AME. Alors, est-ce que c'est légitime? Alors maintenant, il n'y a plus d'AME sur les PMA. Mais il y a la même chose sur d'autres. Entendons-nous bien, ce n'est pas admissible par rapport aux Français ou aux étrangers en situation régulière. On avait mis un forfait de 30 €, il faut le remettre. On a compris, autre pour ou contre, le recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Je crois que tous les candidats à l'UMP le proposent. Vous êtes... Enfin, tous les candidats de bon sens. Mais même Macron, d'ailleurs, je crois. Même Valls, quand il était libre de sa parole. C'est le bon sens. Nous sommes en train de rallonger la durée moyenne de vie. On est en train de dire, formidable, on va vivre jusqu'à 80 et quelques années. On va peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Mais il y a un moment où il faut se poser la question. Mais c'est l'âge qu'il faut repousser ou la durée de travail? Je pense qu'il faut faire ça en fonction des branches. Pourquoi? Parce qu'il faut une durée de travail. Ne nous méprenons pas, soyons pas hypocrites. Vous savez très bien qu'on ne commence plus à travailler à 16 ans, de moins en moins. Qu'on va commencer à travailler à 18 ans, même quelquefois à 20 ans, quelquefois à 25 ans. Si on dit il faut 43 ou 44 ans, eh bien vous faites le calcul. Simplement, pas de tabou dans ce domaine-là. On a une durée moyenne de séjour, de vie, de séjour sur Terre, qui augmente de façon absolument formidable, grâce à nous, médecins, grâce à l'hygiène, à l'écologie, puisqu'on va en revenir. Et donc, voilà, il faut quand même ne pas avoir de tabou stupide, avec des syndicats stupides, comme l'a dit Alain Minc, comme l'a dit un certain nombre de Jacques Attali, l'un des syndicats les plus ringards qui existent. Passons à une autre séquence, Bernard Debré. On va passer à la séquence consacrée à Ebola. On va avoir quelques minutes sur ce sujet. Vous proposez, Bernard Debré, un plan international d'épargne vaccin contre Ebola. Oui. Vous oui, je vais vous le dire un petit peu plus. Moi, vous savez, je fais beaucoup d'humanitaire, beaucoup. J'avais un hôpital au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique, que je gérais avec un certain nombre de mes collaborateurs. Je suis professeur à Shanghai, j'y vais dans quelques jours, depuis 12 ans, bénévole. Donc je suis très sensible à ce qui se passe. Je me dis, Ebola, c'est un drame. Il va y avoir des milliers de morts. Il y en a déjà 4000 un peu plus, il va y en avoir d'autres, c'est dramatique. Heureusement, et je le dis, c'est une lueur d'espoir, il va y avoir une vaccination possible dans 6, 8 mois, 1 an. Déjà, il y a des candidats vaccins. Mais il faudra vacciner plusieurs dizaines de millions, peut-être centaines de millions en Afrique. Qui va payer? Et c'est ça le problème. C'est que s'il faut débourser 1 ou 2 milliards, peut-être plus, pour vacciner les gens dans les pays, les pays africains n'y arriveront pas. Alors, moi, je propose simplement que, à l'initiative des grandes villes, on demande à l'OMS, on donne à l'OMS de l'argent qui soit mis de côté, plan d'épargne, et cet argent mis de côté servira, une fois que le vaccin sera là, à vacciner l'Afrique gratuitement. On dit beaucoup de choses, pas toujours très exactes. D'ailleurs, à propos d'Ebola, il y a un internaute qui vous pose la question, HAK. On entend un peu tout et n'importe quoi, dit-il. Et notamment, il parle du risque de pandémie en France. Est-ce qu'il y a un risque en France? Première question. Deuxième question, est-ce que l'urgence, c'est pas de tuer l'épidémie à la racine, à la source? Les deux. Est-ce qu'il y a un risque en France? D'abord, il n'y a pas un risque de pandémie. La pandémie, elle existe déjà, puisque c'est dans les pays du monde. Je pose sa question. Hein. Y a-t-il un risque d'épidémie en France? D'épidémie, je ne crois pas. De cas, oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, selon l'OMS, la semaine prochaine ou dans 15 jours, il y aura des cas importés. Attention, il y a 3 types de cas. Il y a le malade qui arrive de Guinée, on sait qu'il a Ebola, son transport est sécurisé et il est transféré, comme ça a été fait pour l'infirmière, à Bénin ou ailleurs. Et ça, on sait faire? On sait parfaitement faire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette jeune femme, merci, est guérie. On pourra même le sauver, c'est ce que vous voulez dire. On pourra peut-être, parce que, effectivement, il y a un taux de létalité important, il y a tout ce qu'il faut.
même s'il y a 50% de morts. Donc premier cas. Premier cas. Deuxième cas, c'est le malade qui va attraper Ebola parce qu'il soigne quelqu'un, comme l'infirmière, comme ce qui s'est passé au Texas, comme ce qui s'est passé en Espagne. L'hôpital Carlos III, il y a une infirmière qui est allée soigner un prêtre, un missionnaire, et elle a attrapé Ebola. Oui, ça peut se faire, c'est pas de la faute de l'infirmière, c'est que vraisemblablement, les équipements n'étaient pas assez sécurisés. Et puis, il y a le troisième cas, le cas de l'homme qui vient en France, dont on ne sait pas qu'il est porteur d'Ebola, c'est lui le plus dangereux. Parce qu'il arrive, il a une vie normale, il va voir les uns et les autres, a une vie sociale, et peut contaminer, sans le savoir. On le prend, on le soigne, mais il a contaminé d'autres personnes. Le système d'alerte en France est tel que, oui, il peut y avoir 4, 5 dizaines de personnes qui soient contaminées, mais nous sommes, je crois, prêts à bloquer une épidémie. Il peut y avoir des cas, il peut y avoir des morts, mais en faible quantité. Est-ce que c'est l'affaire de la France toute seule? Et est-ce que la mobilisation internationale est suffisante? Parce qu'on a l'impression que la France doit s'occuper de tous les maux en Afrique et que les autres, ils sont un peu... Non, je crois que c'est une erreur de vision. MSF, j'étais avec les infirmières d'MSF qui étaient en Guinée il y a quelques jours. MSF, initialement, est français, mais je vous ferai remarquer que la présidente de MSF n'est pas française. Oui. Donc nous avons là-bas... Mais il y a quand même peu d'ONG là-bas. Oui, mais il y a MSF. Mais MSF est international. Il y a beaucoup d'Allemands, de toutes les nationalités. Oui, ça pose un problème parce que il faut faire attention. C'est très contaminant. Donc il faut peut-être aller dans le cadre de MSF, donner les moyens à MSF pour qu'on puisse lutter contre l'épidémie, contre la contagion et soigner malheureusement ceux qui sont en train de mourir là-bas. Mais ça, il faut le faire dans le cadre de MSF. Alors avant la dernière séquence de l'émission, le fil de la semaine, on a une petite question que vous voulez nous poser, Armelle. Vous avez publiquement confirmé que vous aviez soigné l'oncle de Kim Jong-un et que vous aviez vous aviez été sur place à Pyongyang pour l'opérer, il me semble. Non, pas pour l'opérer. Je l'ai opéré en France. Je ne savais pas qui c'était d'ailleurs. C'est que la DGSE, avec ses grosses godillots, m'a dit « Ah, vous avez soigné ». Bon, j'ai soigné effectivement l'oncle de Kim Jong-un, qui a été d'ailleurs massacré après. Et vous êtes rendu sur place Alors je me suis rendu sur place à plusieurs reprises, mais parce que j'avais demandé à soigner de la population. D'accord, d'accord. On dit Kim Jong-un malade. Vous savez quelque chose à ce sujet? Rien, et si je le savais, je ne vous le dirais pas. Vous savez qu'un médecin français est supposé avoir opéré oui, mais ce n'est pas la première fois. Quand vous regardez Kim Il-jung, le premier, le grand-père, il a eu un pacemaker, c'est un médecin français qui est venu. Kim Jong-il a eu un accident vasculaire cérébral, le professeur Roux, français, est venu le traiter. Nous avons, il faut le savoir, une très grande notoriété. Je dis nous, c'est la médecine française. Et moi, on m'a demandé effectivement de soigner le numéro 2. Je suis allé sur place, j'ai vu un peu tout le monde. Et ce numéro 1, vous aurez dit oui? Vous avez peut-être dit oui d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je dirais non? Il y a un vrai problème. Je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Les Iraniens, il y a très longtemps, m'avaient demandé de venir soigner un ayatollah. Et j'étais hésitant. Parce que c'était l'époque où il y avait quand même beaucoup de morts, comme en Corée. Et là, j'avais dit non, sauf s'il vient dans mon service. Et je pense que c'est ce que j'ai fait pour le numéro 2, sans savoir qui c'était, mais j'étais très content d'avoir fait ça. Aller chez eux, sauf s'il y a une urgence vitale. Ça prend une autre signification. Ça prend une autre signification. Qui viennent chez nous. Moi, j'ai opéré beaucoup de monde, des présidents de tous les pays d'Afrique, d'Asie, etc. Voilà, donc mieux qu'ils viennent chez nous. C'est vrai qu'en Asie, en Chine, j'ai opéré des ministres chinois sur place, mais c'est peut-être pas tout à fait. Concernant Kim Jong-un, vous savez qui l'a opéré, mais vous ne nous le direz pas. En substance, c'est ce que vous nous dites. Très bien. On passe à la dernière séquence de l'émission, le fil de la semaine. Il nous reste 5 minutes, donc 1 minute par
par actualité de la semaine. On commence avec l'actualité de mardi dernier, avec la première lecture de la loi, la transition énergétique, qui arrive à l'Assemblée nationale. Et le vote est prévu pour cet après-midi, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Est-ce que vous allez voter pour ou première contre? chose, il est devenu grotesque qu'on nous fasse siéger jusqu'à 6h45 du matin. C'est grotesque. D'ailleurs, on voit les gens dorment. C'était samedi dernier. Mais oui, samedi dernier. On aurait pu au moins avoir la prévision de faire en sorte qu'on ne travaille que l'après-midi jusqu'à 10h du soir. Mais ces travaux de l'Assemblée nationale jusqu'à 2h du matin, quasiment toutes les 2 ou 3 fois par semaine. Sur le fond de la loi, vous voterez Sur contre? le fond, j'hésite. D'abord, on ne touche pas au nucléaire, heureusement. Il y a toujours 63 gigawatts. Le principe du part du nucléaire dans le mix énergétique diminué est acté dans la loi. Écoutez, c'est un principe mathématique. Quand vous avez 63 gigawatts, qu'on ne touche pas à ces 63 gigawatts, et que le reste qui augmente, représente 75%, si le reste augmente, la part des 63 diminue. Donc il y a de l'hypocrisie là-dedans. Non, complètement. Moi, pas trop, parce que moi, j'ai entendu Ségolène Royal, elle n'est pas hypocrite dans ce domaine-là. Elle est plutôt bonne, hein, avec un franc-parler. Quand on lui dit Fessenheim, elle dit, c'est pas sûr que je la ferme, cette centrale. Et on lui dit, mais vous aviez en 2007 dit, ben oui, je me suis trompé. Ben c'est rafraîchissant. Je ne dis pas qu'elle est rafraîchissante, mais je dis, bon, ben voilà, j'aime bien entendre ce discours. Alors, oui, 63 gigawatts. D'ailleurs, l'EPR de Flamanville va remplacer 1 ou 2 centrales. On verra comment ça se passe. Donc, il n'y a pas d'atteinte évidente à notre capacité énergétique. 2, comme toujours, on nous dit les sacs plastiques qui vont disparaître, mais on va les remplacer par quoi? Quand vous allez chez votre poissonnier, on va vous donner du poisson. Mais c'est les sacs à usage unique qui vont disparaître. Ah, parce que vous allez prendre des sacs qui ne sont pas à usage unique pour mettre votre poisson et après vous mettez vos mandarines? Je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de faire les courses malgré tout. Enfin, ils ont déjà beaucoup diminué. C'est un peu hypocrite. Elle dit, oui, mais on verra ça quand on aura des sacs de substitution. La même chose pour les assiettes. Encore une fois, c'est un peu peanuts. Si donc vous êtes critique, mais vous ne savez pas si vous allez voter contre encore. Oui. Bon, vous savez, le problème de l'écologie est très important. Il ne doit pas avoir de coloration politique. Mais bien sûr qu'il est très important. Justement, Michel. Autre question. Alors, c'était vendredi, la même Ségolène Royal annonce l'abandon de l'écotaxe. On finissait par s'y attendre un peu. Elle réfléchit à l'idée de taxer les sociétés d'autoroutes pour compenser. Alors, les sociétés d'autoroutes qui rapportent à leurs actionnaires 16 milliards depuis qu'elle est. Alors, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a un contrat. D'abord, je ne crois pas que ce soit possible. C'est encore une fois de la démago. Il faut bien comprendre que c'est assez extraordinaire. L'écotaxe a été votée à l'unanimité, certes, sous Nicolas Sarkozy avec Nathalie Kosciusko-Morizet, mais ça a été voté à l'unanimité droite-gauche. Pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement parce que les socialistes, mais nous aussi d'ailleurs, à la fin, à cause du gros problème de la dette, de la crise, on avait tellement d'impôts à côté, tellement de taxes qu'on ne pouvait plus, on était surdosé. Alors après, quand Hérault est arrivé, ça a été... il y a eu un blanc pendant 2 ans et demi, il n'y a rien eu. D'ailleurs, c'est ce que dit Ségolène Royal, il n'y a rien eu. Ce que dit Manuel Valls, ce que disent tous, maintenant qu'ils ont la parole un peu déliée, Ségolène Royal, je l'ai entendu, a dit il ne s'est rien passé, on aurait dû avant. Donc Hérault, c'était un blanc, c'était rien. Venons-en à l'actualité de... Alors, taxer les autoroutes, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que, à mon avis, ce n'est pas légal. Il y a des contrats. Jusqu'en 2028, je crois. Ça dépend des autoroutes. On continue sur le fil de la semaine. Samedi, manifestation à Strasbourg pour une Alsace autonome. Pour supprimer les départements, il faudrait une réforme constitutionnelle. Ah, bien sûr. Vous voteriez pour la suppression des départements? Oui, moi je l'ai demandé, j'ai écrit un livre, je vais vous surprendre, j'ai écrit un livre avec Jacques Vergès, qui était une confrontation qui s'appelait Le suicide de la France, et je demandais qu'il y ait une suppression des départements. Là, il faut une réforme constitutionnelle. C'est pour ça que quand j'entends M. Valls nous dire « le Grand Paris, la métropole, je supprime les départements », il faut faire une réforme constitutionnelle, cher monsieur. Donc vous seriez prêt, vous, en congrès, à voter pour, en tout cas? Ça dépend. Si c'est uniquement supprimer les départements dans les métropoles et les laisser ailleurs, c'est absurde. Il nous reste 2 minutes. Venons-en à l'actualité de lundi,
d'hier, Manuel Valls a annoncé qu'il voulait augmenter certaines taxes, notamment la TSE, la taxe vous spéciale m'étonnez. d'équipement, et toutes les semaines. TSB, pour que l'Île-de-France puisse financer les transports publics. Est-ce que c'est une bonne piste sur vous? D'augmenter les taxes? Augmenter les Non. taxes, nouvelles recettes. Non, mais financer les attendez, transports. vous savez, c'est extraordinaire parce qu'on nous prélève des impôts déjà importants, la TVA, l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi faire? Ben, on ne sait plus pourquoi c'est faire. Si, c'est pour rembourser Là, on la est dette dans, qu'on ne on est rembourse dans le pas. cadre du Grand Paris. Hein, Mais on va dans le cadre du Grand Paris, on paye nos impôts. Il y a les taxes d'habitation, les taxes... Il y a tout. Ah ben ça suffit pas parce que c'est un puits sans fond, on va augmenter les taxes. Donc il faut C'est faire très d'autres intéressant. choix. Faut faire C'est très d'autres- intéressant. Parce que maintenant, les impôts ne servent plus à faire tourner la France. Les impôts servent à payer la dette, à payer les fonctionnaires, 57,7% des dépenses. Et quand on veut faire des grands travaux, on vous pique une taxe. Mais on n'a plus d'argent. Et ça, c'est Et inacceptable. pour financer les transports du Grand Paris. Eh bien, on pensez finance que- le transport du Grand Paris, on fait une taxe, on finance si on fait une autre taxe. Alors à quoi servent nos impôts? Dernier jour de la semaine, si j'ose dire, c'était lundi, sur un sujet qui vous est cher, je le sais. Le synode des évêques sur la famille reconnaît des valeurs positives, je cite, au mariage civil et donne une appréciation bienveillante sur les unions stables, y compris homosexuelles. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'Église n'est pas finalement plus à l'écoute de la société qu'un mouvement comme la Manif pour tous? Attendez, l'Église, et je suis tout à fait d'accord avec l'Église, hein, tout à fait d'accord. Sauf que on n'a pas à juger une alliance homosexuelle. C'est comme ça. On n'a pas à s'immiscer. De là à faire un mariage comme on le fait à l'heure actuelle, il y avait la possibilité, encore une fois, si on avait fait ce qu'on avait dit en 2007, il y aurait eu l'union civile qui aurait été beaucoup plus forte. C'est fait, c'est fait. Et il ne faut pas être hypocrite. On n'y revient pas. Mais bien sûr que non. Je suis désolé de dire ça, je vais avoir des gens qui vont hurler. On ne va pas démarier les gens. Bien sûr. Mais par contre, il y a le problème de la filiation. Quand même très particulier. Regardez ce qui se passe. Vous avez un homme qui est en train de réclamer de pouvoir reconnaître son fils biologique parce que sa mère a accouché sous X. Aujourd'hui, à Rennes. Aujourd'hui, à Rennes. C'est pour ça que je vous le dis, à Rennes. Et on dit, oh là là, le pauvre, quand même, c'est son fils biologique, il devrait pouvoir le reconnaître. Alors pour les uns, la filiation biologique est bonne, et pour les autres, il faut l'oublier. Qu'est-ce que deviendraient les enfants dans un couple homosexuel? Il n'y a pas de filiation biologique. Donc c'est cette réflexion qu'il faut mener. Mais je suis en accord avec l'Église. On va finir l'émission, Bernard Debré, mais avant cela, j'ai envie de vous soumettre une dernière petite question qui nous est parvenue de Bertrand, qui réagit à ce que vous disiez tout à l'heure sur le budget de la sécurité sociale et le nombre d'hôpitaux que vous considérez un peu trop important. Il nous demande, est-ce que vous seriez prêt à déposer un amendement sur le nombre d'hôpitaux dans le projet de loi de la sécurité sociale? Bon, j'ai déjà fait 10 fois, mais on ne peut pas proposer un amendement parce qu'il faut travailler sur la carte hospitalière. Et je vais vous dire une chose, je vais le dire à Bertrand. Oui, la carte hospitalière est importante parce qu'il faudra peut-être plus d'hôpitaux dans les régions montagneuses et moins d'hôpitaux dans les régions plates. Regardez en Indre-et-Loire, Amboise, Châteaurenaud, Blois, Chinon, Vendôme. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'hôpitaux. Et puis il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de technique. Il n'y a plus de technologie. Ce sera le mot de la fin, Bernard Debré. Merci d'avoir été avec nous ce matin en Direct Politique. Merci à vous d'avoir été avec moi ce matin. Merci, chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, 8h30, même endroit. D'ici là, restez connectés. À bientôt.